Voilà, je remercie les organisateurs de ce colloque pour l'invitation à venir présenter ici ma contribution à la recherche sur la religion de l'époque achéménide. Mon intervention va être complémentaire de celle de Pier Francesco Cagliari dans la mesure où c'est également à travers l'architecture que j'aborde ce domaine, à la différence près que mon aire est celle des confins orientaux du monde iranien, celle notamment de la Sogdiane au nord de l'Oxus. Mon approche se fonde sur des découvertes archéologiques récentes, dont les dernières remontent au mois dernier, faites en Ouzbékistan, dans le cadre des activités de la mission archéologique franco-ouzbèque de Sogdiane, dirigée par Franz Grenet. Même si ces découvertes relèvent clairement du domaine religieux, leur interprétation n'en est encore qu'à ses débuts et repose sur de nombreuses hypothèses, notamment en raison de la rareté des sources, tant textuelles qu'iconographiques, de l'Asie centrale, relatives à cette période achéménide. L'étude des sites est par ailleurs souvent handicapée par l'absence d'ancrage chronologique. Les types céramiques, par exemple, relèvent pour la plupart de traductions bien plus amples que la période durant laquelle les Perses ont politiquement contrôlé la région. Sur le plan architectural, on peine aussi à établir des classements typologiques en raison du fait que peu de sites et de monuments ont été fouillés de manière extensive. Par la fouille archéologique, on ne perçoit d'ailleurs aussi que difficilement les transitions politiques, comme l'arrivée des Achéménides sous Darius Ier ou la prise en main de la région par Alexandre le Grand et ses successeurs. Globalement, et bien qu'elle ait réellement existé, la période achéménide de l'Asie centrale ne présente pas beaucoup de caractéristiques qui soient propres à la Perse sur le plan culturel, et son analyse ne peut être accomplie sans que l'on prenne en compte la totalité de la grande période qui a succédé à la civilisation de l'Oxus, de l'âge du bronze, donc cette période qui s'étend de l'âge du fer jusqu'à l'époque hellénistique comprise. L'âge du fer ancien, du XIVe au Xe siècle avant notre ère, se traduit tout d'abord par, je résume, une nouvelle urbanisation de la région, un renouvellement du système d'irrigation et la production d'une céramique modelée peinte. Cette phase, que l'on désigne sous le nom de Yaz I, d'après le site éponyme de Yazdépé au Turkménistan, connaît une transformation culturelle qui touche aussi le domaine funéraire avec la disparition des sépultures et qui, partant, concerne également le domaine religieux. Vers le 7e, 6e siècle, on peut isoler une deuxième phase, connue sous le nom de Yaz II, qui précède directement l'époque achéménide et que l'on désigne sous le nom de Yaz III. Paradoxalement, ce n'est pas à Afrasiab, le site de la Samarcande antique, capitale historique de la Sogdiane, ni à Bactre, que ce passé a été le mieux perçu par la recherche archéologique, mais dans une série de sites de dimensions plus modestes ou d'occupations moins étendues dans le temps. L'accès aux couches d'époque achéménide a été en outre facilité sur ces sites par le fait qu'après Alexandre le Grand, le pouvoir grec au nord des portes de fer n'a eu qu'une durée de vie très brève et que ces vestiges n'ont pas été suffisamment nombreux pour masquer le passé achéménide sous d'épais remblais. De ce fait, les recherches que j'ai menées en Ouzbékistan m'ont conduit à me focaliser pour une bonne moitié sur les périodes pré-hellénistiques, et notamment sur les exemples d'architecture religieuse que je présente aujourd'hui. Koktépé, le premier des trois sites concernés ici, se situe à une trentaine de kilomètres au nord de Samarcande. Les découvertes qui ont été faites, notamment sur le plan de l'urbanisme et de l'architecture, illustrent la genèse des grandes périodes Yaz I à Yaz III, mais les deux périodes qui retiendront mon attention ici sont les deux dernières, celles de Yaz II Koktépé II et de Yaz III Koktépé III, qui se sont succédés sans hiatus chronologique et qui ont laissé une importante empreinte dans le relief du site. Les vestiges de la période de Koktépé II sont représentés par deux grandes enceintes fortifiées qui ont probablement abrité les institutions politico-économiques et religieuses d'un proto-État relativement puissant. La transition avec Koktépé III est marquée par une nouvelle organisation de l'espace où deux plateformes monumentales dominent le paysage.
Ce nouveau programme relève lui aussi d'un pouvoir politique puissant qui impose un certain changement dans le domaine politico-culturel. C'est la raison pour laquelle on tend à attribuer cette transition à l'arrivée des Achéménides qui inaugure la période Coq-Tépé III. À travers le site de Coq-Tépé, nous constatons en tout cas que les Achéménides sont loin en Asie centrale d'avoir pénétré un désert culturel et que la région est déjà le berceau d'une civilisation qui connaît vraisemblablement son apogée lors de la sédentarisation des sites de la périphérie nord de la Sogdiane. C'est à partir de la période de Coq-Tépé II, donc avant les Achéménides, sans qu'on puisse remonter à Cyrus au début du VIe siècle. Donc c'est à partir de la période de Coq-Tépé II que l'on identifie des constructions indubitablement attribuables au domaine du religieux. Ainsi, l'enceinte nord de Coq-Tépé, à laquelle on accédait par une unique porte monumentale au sud, a vraisemblablement servi à abriter un culte dédié au feu. C'est ce qu'attestent les débris d'un grand foyer sur galets qui avait été récupéré et mis à l'abri dans une des tours de l'entrée. Nous n'avons pas pu identifier l'emplacement original de ce foyer, mais il n'est pas exclu qu'il puisse avoir fonctionné sur une plateforme dont nous avons dégagé quelques restes dans la partie orientale de cette aire, c'est ce que vous voyez ici en jaune, sur la lettre P. Cette plateforme, pour laquelle nous n'avons pas d'éléments de datation absolue, se présente sous la forme d'une maçonnerie apparemment circulaire, d'une vingtaine de mètres de diamètre, munie de tours semi-circulaires. Que cette plateforme atypique ait eu une fonction religieuse est relativement plausible dans la mesure où elle partage plusieurs points communs avec un monument analogue qui va lui succéder tout à côté après l'arrivée des Achéménides. C'est sous le règne de Darius Ier probablement que la grande enceinte nord de Coq-Tépé est rasée pour permettre la construction d'une plateforme monumentale. Ses dimensions dépassent celles de la plateforme circulaire de la période Coq-Tépé II, mais comme cette dernière, le nouvel édifice est muni de tours semi-circulaires qui lui confèrent un caractère militaire. Le côté ouest, cependant, était peut-être équipé d'un escalier d'accès qui permettait de monter au sommet de la plateforme, ce qui permet de supposer que s'il y avait un rituel, ce rituel était pratiqué dans une orientation vers le soleil levant. La fonction religieuse de ce monument de l'époque achéménide est suggérée par la présence, sous sa base, d'aménagements liés à un rituel de fondation complexe. Ces aménagements comprennent des fosses au remplissage diversifié de cendres, du sable, des galets ou de la terre, ainsi que des fosses renfermant des pierres disposées comme s'il s'agissait de simulacres de tombes. La multiplication de ces aménagements laisse d'ailleurs en plus entrevoir une éventuelle structure sociale clanique qui va rester à insérer dans le cadre du pouvoir achéménide. L'existence de la plateforme circulaire montre bien que la mise en place de la religion sogdienne, qui relève peut-être déjà du zoroastrisme ancien, n'est peut-être pas à attribuer aux Achéménides, mais qu'il y a déjà une certaine continuité avec leurs prédécesseurs. On peut donc se demander si les cultes sur plateforme ne doivent pas aussi beaucoup aux sites sédentarisés dans un contexte culturel plus large qui englobe l'ensemble de la civilisation du fer ancien de l'Asie centrale. Quant à leur identité, ces sites pourraient être les sites amérindiens d'Hérodote ou Harmavarga, des inscriptions de Darius, dont la dénomination est liée au nom de la boisson sacrée de la religion avestique. À propos de l'origine des plateformes consacrées au culte du feu, on peut émettre deux hypothèses. Soit elles relèvent d'un large fond culturel dans lequel seraient intégrés tant les Perses que les Scythes, sédentarisés de la Sogdiane, soit elles sont nées en Sogdiane, indépendamment des Achéménides. Et quant à eux, les simulacres de tombes, on les retrouve également dans les rituels de fondation d'hôtels du feu, dans le contexte védique. Et c'est un rapprochement d'autant plus plausible que les religions védiques et avestiques sont issues d'un fond commun. En Asie centrale, les rituels sur plateforme sont présents tout au long de l'époque achéménide jusqu'en pleine période hellénistique, comme l'atteste la plateforme fouillée par Henri-Paul Francfort sur la ville haute d'Aïranom. L'hypothèse qui s'est d'abord imposée est que les cultes les plus anciens étaient pratiqués uniquement sur des plateformes, rejoignant en cela le récit d'Hérodote selon lequel les Perses ne construisaient pas de temples mais pratiquaient leur religion sur des hauteurs.
Ce ne serait donc pas avant l'époque achéménide tardive ou l'époque hellénistique que les temples couverts seraient apparus avec pour but d'abriter la statue du dieu. Ce schéma est cependant remis en question par les récentes découvertes faites en Bactriane et en Sogdiane. Le premier exemple est représenté par un sanctuaire d'époque achéménide abritant un autel en pierre monumentale que la DAFA a localisé sur le site de Cheshme Shafa au sud de Bactre. Les témoignages les mieux documentés, et qui renvoient au début de l'époque achéménide, concernent cependant deux sites de Sogdiane, Sangir Tepe, dans le Kashkadaria, au sud de Samarcande, et Kindik Tepe, dans le Surlandaria, au nord de l'Oxus, donc au nord de la Bactriane. Le premier site, celui de Sangir Tepe, se situe à une soixantaine de kilomètres au sud de Samarcande. Ces vestiges sont ceux d'un sanctuaire hors les murs qui dépendait de la cité qui a été l'ancêtre des villes modernes de Kitab et de Charisabs. À l'époque achéménide, cette ville qui se dressait au nord de Sangir Tepe portait déjà le nom de Kish, ce dont témoignent les parchemins bactriens dont on a parlé déjà ce matin. Le nom de Nautaka, mentionné par les historiens d'Alexandre, désignait donc la région dont Kish était la capitale. Alors, les vestiges du sanctuaire se présentent sur deux niveaux. Le plus ancien sous forme d'un édifice couvert et le plus récent sous forme de monument à plateforme qui a été refait à plusieurs reprises. Et l'ensemble a été scellé sous les ruines d'un château circulaire daté des 4e, 5e siècles de notre ère, ce qui a eu pour résultat que les vestiges les plus anciens de l'époque achéménide se situent à 4 mètres de profondeur sous le niveau actuel du site. Le temple couvert du niveau le plus ancien n'a été dégagé que sur quelques mètres carrés, mais le plan relativement hypothétique qui est restitué ici en bleu est donc limité aux lignes principales. Le monument se dresse sur une plateforme créée sur les déblais d'un bâtiment monumental pré-achéménide, comme à Koktepe, mais que nous ne pouvons pas identifier. Et ce bâtiment est organisé autour d'une cella centrale, tétrastyle, et cette cella est encadrée par des annexes qui s'avancent en fer à cheval de part et d'autre d'un large parvis méridional. Les sondages que nous y avons réalisés ont permis de mettre au jour des vestiges qui ne peuvent être interprétés que dans un contexte de caractère rituel. Dans le niveau du temple couvert, le plus bas, ces rituels peuvent être classés en trois groupes. Premièrement, un rituel lié au feu et organisé autour d'un foyer central monumental dans la cella. Un rituel de fondation qui a laissé de multiples fosses sur toute l'aire du bâtiment. Cet aménagement doit avoir été à peu près contemporain de la construction de la plateforme achéménide de Koktepe dont je viens de parler. Et troisièmement, des dispositifs liés au parcours des dévots dont l'un permettait d'accéder à la partie orientale du bâtiment. Dans l'axe sud, une rampe pavée de galets conduisait au sanctuaire et à l'ouest du parvis, donc à gauche, on passait par une plateforme pour accéder à la partie ouest du bâtiment. À une date indéterminée, durant l'époque achéménide, le temple est rasé et remplacé par un monument en plateforme qui a été refait à plusieurs reprises. Parmi divers foyers, un autel, des fosses, l'une des trouvailles les plus atypiques est représentée par celle de 2 crânes humains. Leur présence dans les couches de la plateforme, à une époque pour laquelle on ne connaît pas de sépulture en raison des pratiques funéraires zoroastriennes, n'est sans doute pas fortuite. Sur le plan rituel, il reste cependant à évaluer l'éventuelle parenté qui pourrait lier ces crânes au simulacre des tombes liées à la plateforme de Koktepe, par exemple. La découverte d'une monnaie d'Antiochos Ier sur le sol de la dernière plateforme montre en tout cas que le sanctuaire a continué à fonctionner sans interruption jusqu'à l'époque hellénistique, ce qui chronologiquement constitue un pont avec la plateforme gréco-bactrienne d'Aïranoum. Il est généralement difficile, à partir du schéma d'un édifice, de reconstituer le fonctionnement de ces diverses composantes ou les rituels qui y étaient pratiqués. Les dispositifs mis au jour dans le temple de Sangir Tepe permettent cependant quand même de proposer quelques hypothèses sur le cheminement que devaient suivre les dévots pour accéder au cœur du temple. Mais c'est surtout
en le comparant à l'autre monument en question ici, celui de Kindik Tepe, dans le Sukhrandarya, que l'on peut proposer quelques lignes directrices sur la reconstitution des rituels. Comme le plus ancien de Sangir Tepe, le monument de Kindik Tepe a été un bâtiment couvert d'une toiture. Le plan compte 2 locaux contigus communiquant directement entre eux, soit un grand local tétrastyle qui constituait la cella à proprement parler, et un local étroit en forme de corridor. L'accès depuis l'extérieur se faisait par un corridor perpendiculaire ouvert au nord-est. Bien que le schéma de Kindik Tepe soit moins complexe que celui de Sangir Tepe, les 2 monuments présentent quand même d'étroites affinités, car les cellas sont toutes 2 tétrastyles et présentent approximativement les mêmes dimensions. Elles ont en outre en commun d'avoir 2 portes, l'une au sud et l'autre à l'est. Dans les 2 cas, c'est par le local latéral que le prêtre ou dévot commençait la cérémonie avec un rituel de purification avant d'accéder au feu sacré de la cella. Dans la salle tétrastyle de Sangir Tepe, le foyer se présente sous forme d'une large lentille de galets qui forme un cône aplati. Ce dispositif peut être considéré comme l'autel principal, même si sa structure présente un tout autre aspect que les autels connus par l'iconographie achéménide, y compris aussi l'autel mis au jour dans le sanctuaire de Cheshme Shafa en Bactriane. On peut finalement suggérer que c'est par la porte principale de la cella que l'on finissait par ressortir après le rituel autour du feu central. Et en ce qui concerne Sangir Tepe, la fonction de l'aile ouest avec sa plateforme dont le parvis reste à identifier peut-il être lié à la partie finale de ce rituel. Alors, les pratiques de purification, la codification d'un itinéraire rituel, le culte lié au feu attesté par ces temples constituent apparemment les témoignages les plus anciens de la religion avestique centra-asiatique, qui d'après ces exemples pourrait même être antérieur, même si de peu, à l'époque achéménide. À la différence des cultes en Perse, fortement influencés par la Mésopotamie, les rituels mis en évidence en Sogdiane ont donc vraisemblablement pris naissance dans l'ère culturelle même de l'âge du fer centra-asiatique, avant d'être acceptés ou encouragés par le pouvoir achéménide. Le second enseignement, le fait que les temples couverts soient apparus presque en même temps que les plateformes rituelles, nous amène à revoir un problème sur la genèse de l'architecture religieuse centra-asiatique de l'époque séleucide et gréco-bactrienne. Une des hypothèses traditionnelles veut que l'apparition des temples couverts dans le monde iranien et centra-asiatique n'ait pu être que tardive dans l'époque achéménide. Et Pier Francesco a beaucoup déjà corrigé cette opinion. Donc, c'est une apparition qui sera en relation avec les statuts de culte et d'une certaine façon avec le polythéisme. Les exemples de Sangir Tepe et de Kindik Tepe montrent cependant que l'apparition du temple couvert se fait bien avant et en relation avec le culte aniconique du feu. Pour cette raison, malgré leur apparente similitude, les schémas en fer à cheval de Sangir Tepe et de Tarti Sanguine renvoient ainsi à 2 étapes complètement différentes des cultes centra-asiatiques, entre un état aniconique et un polythéisme où l'on voit intervenir l'image des dieux. Enfin, les colonnes de l'Essela tétrastyle ne constituent pas un marqueur typologique, car ces colonnes ont un rôle fonctionnel et non rituel et ne peuvent pas être comparées entre l'époque achéménide et l'époque sassanide. La parenté entre ces temples se manifeste ailleurs, à savoir la présence d'une connexion directe entre les cellas et les sacristies. Dans les temples sogdiens anciens, cette connexion est clairement nécessaire au rituel. Dans les temples gréco-bactriens et dans le cas du monument des Frataraka à Persépolis, cella et annexe ou sacristie communiquent, elles, toujours directement. Ce rapport entre le dieu et les annexes liés aux instruments du rituel n'est propre qu'au monde iranien. En revanche, dans le monde assyro-babylonien et les lames, on constate que la cella est toujours isolée des autres locaux, ce qui suppose une approche différente de la divinité. Alors que l'on considère souvent que le temple ardent d'Aïchanoum reflète des traditions mésopotamiennes par son plan et le décor de ses façades, les exemples sogdiens de l'époque achéménide permettent d'exclure cette hypothèse au profit d'une origine locale. L'apparent parallélisme entre les temples de Dura Europos et ceux d'Aïchanoum ne doit plus être considéré comme le résultat d'une influence mésopotamienne sur la Bactriane, mais doit s'expliquer par le passé culturel centra-asiatique des constructeurs parthes,
et cela même en milieu mésopotamien. En conclusion, les temples de Sangir et de Tépé et de Kindik Tépé sont les plus anciens témoignages de la construction de temples couverts qui se développent pratiquement en même temps que celle des sanctuaires à terrasse dès le début de l'époque achéménide. D'après le témoignage de Koktépé, on peut se demander si les cultes à terrasse ne se sont pas imposés en un premier temps dans les régions les plus proches du mont Site, comme l'est la plaine de Samarcande, alors que les temples couverts, plus au sud, au Kashkadaria et au Surkhandaria, relèvent d'un ensemble culturel plus spécialement rattaché à l'origine, à l'ère de l'Oxus. Même dans ce dernier cas, cependant, rien n'indique que les Perses et l'arrière-fond assyro-babylonien soient intervenus dans le processus. Alors, enfin, je peux poser une ou deux questions. Si ma chronologie achéménide est correcte, voici quelques questions qui peuvent se poser. Nous avons affaire à deux rituels, l'un dans un temple couvert, l'autre sur plateforme. Ces deux rituels sont liés au feu. Est-ce qu'ils sont semblables? Apparemment, ils sont semblables. Et est-ce qu'on a affaire ici au contexte avestique pour l'un ou pour l'autre ou pour tous les deux? Nous voyons également qu'il y a une évolution en Asie centrale entre une religion consacrée à un des éléments comme le feu ou à une divinité centrale, une divinité unique. Cette religion évolue à l'époque achéménide vers le polythéisme, ou plutôt on peut dire un système multireligieux, qui va préparer d'ailleurs la situation de l'époque gréco-bactrienne et ultérieure au niveau religieux en Asie centrale. Comme d'autre part, il semble que divers temples ont été reconstruits au même moment, au début de ce processus. Est-ce qu'on peut penser à Darius et à son expédition de Bactre à Kireskata sur le Sirdaria? Dans ce cas, est-ce qu'on peut faire un reprochement avec le fait qu'à Beistoun, par exemple, à Ahura Mazda, l'un des rares éléments avestiques identifiables, soit directement associé au roi Darius? Donc, est-ce que Darius ne serait pas le premier véhicule vers la Perse de la religion avestique centra-asiatique, une religion qui était centrée sur un rituel unique et qui a probablement aussi contribué à fédérer en Asie centrale la société clanique locale. Voilà, c'est une question qu'on peut poser à partir de ce matériel relativement muet de l'Asie centrale.